Première partie, 1789. Ventre affamé. En 1788, année de sécheresse, la récolte avait manqué presque partout. L'hiver qui suivit fut exceptionnellement dur. De novembre à décembre, le thermomètre descendit à 18 degrés au-dessous de zéro et, comme malgré cet excessif abaissement de température, la neige n'apparut que très tard. Les semailles d'octobre gelèrent. Les espérances fondées sur la moisson de 1789 se trouvèrent ainsi elles-mêmes détruites en germe. Les approvisionnements étaient insuffisants. Dès le mois de mars, la famine commença à creuser les visages hâves des pauvres gens et à épeurer les cultivateurs qui cadenassèrent prudemment les coffres de leurs greniers. Dans les provinces de l'Est où le froid avait été rude, la disette se fit vite sentir, notamment dans le Barrois, pays vignoble et boisé où la culture des céréales offrait peu de ressources. La capitale de cet ancien duché, Bar-le-Duc, dont la population se composait en majorité de petits boutiquiers, de vignerons et de tisserands, souffrit cruellement de la faim. Au moment de l'ouverture des États généraux, la municipalité constatait qu'elle avait 10 000 bouches à nourrir et qu'il existait à peine dans les magasins et chez les particuliers 30 000 boisseaux de froment. Cette précaire situation fut encore aggravée par un concours de malchance et de funestes charpechutes. Tout s'en mêlait. De fréquents séjours de troupes appauvrissaient, dis-je, la réserve de grains. Les vendanges de 1788 n'avaient presque rien produit et les propriétaires, privés de leur principal revenu, serraient les cordons de leur bourse. Le commerce allait mal. La noblesse qui boudait restreignait ses dépenses et se claquemurait dans les hôtels. Les filatures et les fabriques de cotonnade chômèrent. En plein été, on vit les tisserands, oisifs, errer, le ventre vide et les bras ballottants dans le faubourg de VL, tandis que leurs femmes en haillons assiégeaient les portes des boulangeries. Les gens qui ont déjà grand-peine à vivre de leur travail, quand le pain est à bon marché, sont pris de mortelles transes lorsque le chômage vient se joindre à la disette. Les nerfs deviennent irritables, les têtes se montent, les âmes s'affolent. On veut trouver une cause à cette misère imméritée et on cherche rageusement à en faire supporter la responsabilité à quelques mystérieux boucs émissaires. À Bar-le-Duc, les tisserands qui s'attroupaient dans les carrefours ou qui trompaient leur faim dans les cabarets avaient tous à la bouche le nom d'un bourgeois de la ville, qu'ils accusaient de leurs maux et que la rumeur publique désignait comme un audacieux accapareur, André Pélissier. Originaire de la Beauce, ce Pélissier était négociant en grains. Homme habile, actif et opiniâtre, il s'était en effet rapidement enrichi dans le commerce des céréales et avait acheté, au d'Alençon, un confortable logis situé entre cour et jardin qu'il habitait avec sa famille. Il n'ignorait pas les propos fâcheux qui couraient sur son compte et que la malignité de ses compatriotes se plaisait à exagérer. Mais avec l'assurance que donne le succès, il n'en avait cure et continuait de vaquer imperturbablement à ses affaires. Son renom d'habileté et de solidité commerciale suffisait à tranquilliser sa conscience. D'ailleurs, au début de l'hiver et de la disette, une députation du corps municipal n'était-elle pas venue officiellement le remercier du soin qu'il avait pris pour le prompt approvisionnement des magasins. Ayant rempli son devoir tout en se procurant d'honnêtes bénéfices, il vivait en parfaite sécurité et dédaignait les menaces qui montaient des faubourgs comme un orage toujours grossissant. Alors, ces premières pages sont tirées de La Chanoinesse d'André Thuriet, qui est le 28e titre paru dans la collection Nelson, publié aux alentours, j'ai oublié de noter ce petit détail assez important, publié aux alentours de... Attendez, je vais essayer de voir s'il y a une date d'impression, une date d'édition. Non.
Et donc, aux alentours de, je dirais, 1873. Alors, André Turiet est né le 8 octobre 1863 et il est mort à Bourg-la-Reine en 1907. À Bourg-la-Reine, un monument lui a été édifié en 1901, en 1913, et c'est le président de la République, Raymond Poincaré, qui l'a inauguré. Ça me fait bien rire, Bourg-la-Reine, j'ai commis quelques vidéos hilarantes, parodiques, d'un chanteur québécois qui est invité dans un studio de radio à Bourg-la-Reine. En direct de Bourg-la-Reine, nous recevons le chanteur québécois Bruno Lalonde. Et voilà, le chanteur québécois ne s'invitera pas dans cette vidéo. Alors, André Turiet, c'est sa grand-mère qui lui a appris à écrire. Il a passé une bonne partie de sa vie fonctionnaire. Il a été maire de Bourg-la-Reine, incidemment. Et ce qu'on y lit sur la page Wikipédia que j'ai consultée, c'est que son écriture, elle est honnête, elle est cependant stéréotypée, et les types décrits, les types de personnages qui sont décrits sont sans relief, sont sans aspérité, sont tout d'une pièce, tout d'un seul morceau. Et j'ai j'ai extirpé de cette notice Wikipédia cette phrase-ci qui donne un peu le ton du travail de Turiet, qui privilégie le caractère franc et honnête qu'un heureux mariage socialement convenable vient souvent récompenser. Alors, il a écrit une dizaine de recueils de poésie, une cinquantaine de romans et quelques pièces de théâtre. Alors, ce que vous avez pu comprendre, c'est un écrivain très représentatif de cette période qu'on a appelée le Second Empire, qui va de 1852, avec le règne de Napoléon III, et la défaite en 1870 aux mains des troupes prussiennes de Bismarck. Et après ça, vous connaissez la suite, la Troisième République qui apparaît. Alors, on connaît un peu le style de mobilier du Second Empire. C'est c'est les premières conquêtes coloniales, c'est les premiers établissements en Indochine, en Algérie. C'est la France qui poursuit son expansion et qui le fait en voulant, c'est les premières expositions universelles, qui le fait aussi en voulant exporter son modèle. C'est une France agressive, c'est une France combative. C'est également c'est Haussmann qui apparaît, on rase les vieux faubourgs moyenâgeux de Paris. C'est la modernisation de la France. Modernisation aussi sur le plan économique. Mais cette combativité-là va subir une défaite assez importante aux mains des Prusses. Vous connaissez la suite après ça. Alors, Turiet appartient donc, c'est un écrivain emblématique, je dirais, de cette période-là. Et ce qu'on comprend en lisant les premières pages que je vous ai lues, les toutes premières pages de la Chanoinesse, c'est qu'au fond, c'est ce qui a pavé la voie à la Révolution française. On pourrait imaginer sans peine que Turiet s'en dégage, que Turiet est plutôt critique et qu'il est plutôt bonapartiste. Alors, on pourrait le vérifier en lisant le livre, mais écoutez, les premières impressions que j'ai en vous ayant lu ces 3 premières pages, c'est que peut-être ne mérite-t-il pas le purgatoire. Que, enfin, ce personnage de Pélissier, qui trouve le moyen de s'enrichir, malgré la crise, mais qui, on le devine, grâce à son esprit d'initiative, grâce à son intelligence de la situation, il réussit de faire de telle sorte que la situation ne s'aggrave pas. Alors on retrouve là, évidemment, la figure contemporaine
des modèles que notre société nous propose, les dragons en tout ordre, comme Alexandre Taillefer ou les autres dragons qui nous sont proposés à l'envie, qui sont pleins de détermination et de résolution et de créativité pour affronter les problèmes dans lesquels nous pataugeons. Alors, je vais suspendre mon jugement, car, car ça m'apparaît intéressant. J'ai même envie de poursuivre ma lecture. Peut-être qu'un jour, je vais le faire. Peut-être qu'un jour, peut-être que je ne le ferai jamais. Mais assurément, cet André Turiet, publié dans la collection Nelson, eh bien, mérite peut-être pas le sort qui lui est fait. C'est-à-dire, il est bien installé lui aussi au purgatoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'objet physique maintenant? Il a été acheté au coût de 50 sous il y a sans doute une bonne soixantaine d'années. Il a été imprimé. Bon, le siège social est sur la rue Saint-Jacques. Et il a été imprimé à Édimbourg. Et puis, on n'a pas la date d'impression. Il n'est pas annoté. Et il n'est pas truffé. On n'y trouve rien. Aucune notice, aucune annotation. Rien qui puisse indiquer le passage du temps ou qui peut nous indiquer à qui il a appartenu et aucune trace mémorielle n'y est visible. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Vous pouvez nous rendre visite à cet atelier librairie animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Vous pouvez, qui est situé dans le quartier Villeray, le 2319 rue Bélanger. Vous pouvez également nous téléphoner 514-736-0999. Venez admirer les œuvres de Fabienne Roch et venez voir les livres que j'ai à vous proposer. Si ça vous intéresse, celui-là, et les autres aussi, sont mis en vente à un prix ridicule de 5 $. Et voilà. Je vous remercie. Bonne journée. Portez-vous bien.